I'm going to step off the limb now. Jamais jamais pu voir l'étoile depuis la surface lunaire ou du côté éclairé de la Lune. That's one small step for man. Nous donnerons celui-ci à Margaret parce qu'elle est débutante et qu'elle ne va jamais y aller de toute façon. Apollo 11 semblait être le plus grand triomphe de l'humanité. Pourtant, derrière la perfection des images retransmises, les ingénieurs de la NASA voyaient la mission glisser vers des conditions pour lesquelles ils n'étaient pas totalement préparés. Lors de la descente finale, les relevés cessèrent de correspondre aux attentes. Le relief imposa une intervention manuelle et la Lune se révéla bien plus étrange et moins prévisible que tout ce que les simulations laissaient présager. L'alunissage, tel que le public s'en souvient, était fluide et maîtrisé. Pourtant, après le retour d'Apollo 11, les débriefings internes ont dévoilé une toute autre réalité. Les ingénieurs impliqués dans la mission ont admis que plusieurs détails observés lors de la descente ne se sont pas comportés comme des années de tests l'avaient en prédit. Des personnalités comme Thomas J. Kelly, qui supervisait le programme du module lunaire, expliquèrent plus tard qu'aucune simulation terrestre ne pouvait recréer parfaitement l'environnement de la Lune. Des milliers de scénarios d'alunissage avaient été répétés, mais la descente réelle a mis au jour des incohérences subtiles qui ont changé la compréhension de la NASA sur les opérations lunaires. Les astronautes décrivirent l'éclairage de la surface comme une lumière crue et profondément déroutante. Sans l'atmosphère terrestre, la lumière du soleil se diffusait différemment. Les zones lumineuses apparaissaient d'une intensité presque douloureuse, tandis que les ombres devenaient des gouffres noirs. La perception des distances devint difficile. Le terrain semblait plus plat qu'il ne l'était, rendant la détection des dangers bien plus ardue durant l'alunissage. Même Margaret Hamilton et son équipe logicielle, qui avaient conçu des garde-fous pour d'innombrables pannes, ne pouvaient modéliser entièrement l'interaction simultanée de chaque variable en conditions de descente réelle. Durant les analyses ultérieures, les ingénieurs durent recalibrer les procédures d'alunissage futures car les relevés d'altitude et l'interprétation de la texture de la surface s'étaient comportés différemment de ce qui était prévu. Les instruments n'étaient pas en panne. L'environnement lui-même bousculait les certitudes. Ce fossé entre les prévisions et la réalité alimenta les spéculations pendant des décennies. Certains documentaires et commentateurs marginaux affirmèrent en plus tard que la NASA avait dissimulé des anomalies sur la Lune. Pourtant, débarrassée de toute exagération, la vérité restait fascinante. La NASA ne cachait pas d'extraterrestres. Elle affrontait un constat bien plus inconfortable. La réalisation que la Lune était moins comprise qu'on ne le croyait. Et le danger devint évident durant les dernières secondes avant le contact. Neil Armstrong réalisa que la zone d'alunissage visée était remplie de rochers et d'un terrain accidenté. Il prit les commandes manuelles du module lunaire, guidant Eagle loin d'une zone de danger alors que le niveau de carburant chutait rapidement. Selon certaines estimations ultérieures, il restait peut-être au module moins de 30 secondes de carburant utilisable. Le public vit un alunissage impeccable. Les ingénieurs, eux, virent une mission survivant à des conditions qui avaient presque dépassé ses marges de sécurité. Mais le plus grand choc ne vint pas de l'alunissage lui-même. Il vint des roches. Au retour d'Apollo 11 sur Terre, le monde entier se focalisa sur les empreintes de pas et les drapeaux. Pourtant, dans des laboratoires sécurisés, les scientifiques commencèrent à examiner 21 kilos de matière lunaire qui allait redéfinir complètement la science planétaire. À première vue, les échantillons semblaient peu impressionnants. De la poussière grise, des pierres brisées et des fragments volcaniques noirs. Mais la datation radiométrique racontait une toute autre histoire. Plusieurs échantillons de basalte étaient vieux, de plus de 3,6 milliards d'années. Les missions Apollo ultérieures ont rapporté des roches vieilles de plus de 4 milliards d'années, préservant l'histoire géologique des débuts du système solaire lui-même. Certaines roches des hauts plateaux lunaires se sont avérées presque aussi anciennes que la Terre. Cette découverte a stupéfié les scientifiques car la Terre recycle constamment sa surface sous l'effet de l'érosion, de l'activité tectonique et des conditions météorologiques. Ici, l'histoire géologique ancienne s'efface avec le temps, mais la Lune l'a préservée presque intacte. La surface lunaire était devenue une archive figée de la toute première ère du système solaire. Puis, les scientifiques ont découvert quelque chose d'encore plus révélateur à l'intérieur du sol lui-même. De minuscules perles de verre formées par des milliards d'années d'impact de micrométéorites recouvraient le régolithe. Des particules de vent solaire étaient piégées directement à l'intérieur des grains de poussière, car la Lune manquait à la fois d'atmosphère et de bouclier magnétique. Chaque particule est devenue un enregistrement direct de l'exposition aux radiations cosmiques sur d'immenses périodes de temps.
Des auteurs spéculatifs ont plus tard utilisé ces découvertes pour alimenter des théories sur des origines artificielles ou des lunes capturées. Mais la science conventionnelle a de plus en plus soutenu l'hypothèse de l'impact géant, un corps de la taille de Mars entrant en collision avec la Terre primitive et éjectant des débris qui ont fini par former la Lune. Pourtant, une autre menace inquiétait les ingénieurs bien plus que ces roches anciennes, la poussière. Lorsque Neil Armstrong et Buzz Aldrin regagnèrent le module lunaire après leur marche sur la Lune, ils transportaient avec eux, sans le savoir, l'un des dangers les plus sous-estimés de la mission. La poussière lunaire semblait inoffensive. Une fine poudre grise recouvrait leurs bottes et leurs combinaisons. Mais une fois à l'intérieur de la cabine, les particules flottèrent dans l'air après la pressurisation. Aldrin décrivit plus tard l'odeur comme semblable à celle de la poudre à canon brûlée. La poussière irrita leurs yeux et leur gorge presque instantanément. Les médecins de la NASA notèrent des éternuements, une congestion nasale et des irritations respiratoires peu après. Ce qui choqua les ingénieurs fut la structure même de la poussière. Sur Terre, la poussière est progressivement polie par l'érosion du vent et de l'eau. Ce n'est pas le cas de la poussière lunaire. Chaque grain reste anguleux et tranchant comme un rasoir car la Lune n'a ni atmosphère ni processus météorologique. Sous grossissement, les particules ressemblaient à du verre brisé. Pire encore, la poussière transportait une charge électrostatique due à l'exposition constante aux radiations solaires. Elle s'agglutinait agressivement aux combinaisons, aux lentilles, aux joints et aux articulations mécaniques. Les équipages Apollo suivants firent face à des problèmes croissants. Le matériel s'enrayait, les articulations des combinaisons se raidissaient, les joints se dégradaient plus vite que prévu. La NASA comprit alors que la survie à long terme sur la Lune dépendrait peut-être moins des météores que de la maîtrise de l'infiltration de la poussière. À nouveau, des allégations spéculatives suggérèrent que la NASA avait caché une contamination lunaire toxique. Pourtant, les rapports techniques évoquaient ouvertement le danger. Les missions Apollo étaient simplement assez courtes pour éviter une exposition grave. La véritable inquiétude portait sur ce qui se passerait lors d'une habitation lunaire permanente. C'est alors que les ingénieurs se heurtèrent à une menace invisible, bien plus dangereuse que la poussière, les radiations. La Lune ne possède ni atmosphère, ni champ magnétique global. Cela signifie que les astronautes étaient exposés directement aux radiations cosmiques brutes et aux particules solaires voyageant à des vitesses proches de celles de la lumière. À bord d'Apollo 11, les dosimètres ont enregistré une exposition d'environ 0,18 radés durant la mission, un taux supérieur à celui de la Terre mais restant sous les seuils de danger immédiat. Pourtant, ces chiffres cachent une réalité terrifiante. Les radiations sur la Lune ne sont pas constantes. Elles peuvent augmenter violemment lors de tempêtes solaires. Si une éruption solaire majeure s'était produite pendant qu'Armstrong et Aldrin se trouvaient à l'extérieur du module lunaire, leur combinaison n'aurait offert qu'une protection dérisoire. Un événement de particules solaires suffisamment puissant aurait pu infliger des doses de radiation mortelles en quelques heures seulement. Les ingénieurs ont admis plus tard que le calendrier de la mission reposait sur une chance considérable. En 1969, les prévisions solaires restaient rudimentaires par rapport au système moderne. Apollo 11 est arrivé durant une période d'activité solaire relativement calme. Ce constat a discrètement transformé la vision à long terme de la NASA. Désormais, on sait que les futures bases lunaires devront probablement être protégées sous plusieurs mètres de régolithes pour réduire l'exposition. Des études ont confirmé par la suite que le sol lunaire compacté pouvait bloquer les radiations de manière spectaculaire. Une fois de plus, des théories du complot ont prétendu que la NASA avait découvert des niveaux de radiation mortels et les avait dissimulés. Pourtant, les rapports officiels sont toujours restés publics. La vérité n'était pas le secret, mais la vulnérabilité. La survie de l'homme au-delà de la Terre était bien plus fragile que ne le suggérait l'optimisme des débuts. C'est alors qu'est survenue l'une des découvertes les plus étranges de toutes. Après Apollo 11, la NASA a laissé des instruments sismiques sur la surface lunaire pour surveiller les tremblements de Lune et les impacts. Lors de missions ultérieures, comme Apollo 12, les ingénieurs ont délibérément écrasé des étages de fusées usagés sur la Lune pour étudier la réponse sismique. Ce qui s'est produit a laissé les scientifiques stupéfaits. La Lune a résonné.
Au lieu de se dissiper rapidement comme les séismes sur Terre, les vibrations sismiques ont retenti à travers la Lune pendant des périodes incroyablement longues. Certaines oscillations ont duré près d'1 heure. Un scientifique de la NASA l'a célèbrement décrit comme ayant sonné comme une cloche. Cette phrase a explosé à travers les spéculations médiatiques. Des théoriciens marginaux ont affirmé que la Lune pouvait être creuse ou artificielle. Mais la géologie offrait une explication plus simple. La Terre absorbe les ondes sismiques grâce aux mouvements tectoniques, à l'eau et à ses couches internes en fusion. La Lune est bien plus sèche, plus froide et plus rigide. L'énergie sismique y voyage plus loin et se dissipe plus lentement. Même sans théorie du complot, le résultat restait profondément troublant. La Lune se comportait assez différemment pour forcer les scientifiques à repenser toute sa structure interne. Puis, les expériences Apollo ont révélé un autre fait stupéfiant. La Lune s'éloigne de la Terre. Lors d'Apollo 11, les astronautes ont installé un rétroréflecteur laser sur la surface, un simple réseau de prismes conçu pour renvoyer des faisceaux laser directement vers la Terre. Des observatoires ont commencé à le viser avec des lasers peu de temps après. En mesurant le temps de trajet aller-retour de la lumière avec une précision extrême, les scientifiques ont découvert que la Lune s'éloigne de la Terre d'environ 3,8 cm par an. Ce lent retrait allonge progressivement les journées terrestres et modifie les forces de marée au fil des millions d'années. Les preuves géologiques suggèrent qu'autrefois, les journées terrestres duraient près de 21 heures, car la Lune orbitait beaucoup plus près. Les réflecteurs Apollo fonctionnent encore aujourd'hui. Des décennies plus tard, les scientifiques continuent de viser ces équipements installés sur la surface lunaire en 1969. Mais la découverte la plus obsédante n'était peut-être pas d'ordre scientifique, c'était la permanence. Contrairement à la Terre, la Lune ne possède ni atmosphère, ni vent, ni pluie, ni eau courante. Cela signifie que les empreintes laissées par les astronautes d'Apollo pourraient subsister durant des millions d'années. Des images capturées plus tard par la sonde Lunar Reconnaissance Orbitaire de la NASA ont révélé des traces de pas d'astronautes, des étages de descente et du matériel abandonné, toujours visibles depuis l'orbite des décennies plus tard. Les micrométéorites érodent lentement la surface, mais le processus est d'une lenteur extrême. Le constat a quelque chose de presque troublant. Les premiers pas de l'humanité sur un autre monde pourraient bien survivre à la civilisation elle-même. Puis, les scientifiques ont mis au jour une autre révélation majeure dissimulée sous la croûte lunaire. Les sismomètres d'Apollo ont enregistré des milliers de séismes lunaires au cours de leurs années de service. L'analyse a fini par révéler que la Lune n'était pas un corps entièrement solide. Elle possédait des couches, une croûte, un manteau et un noyau. Une réanalyse moderne des données sismiques d'Apollo a confirmé plus tard que la Lune contient un noyau métallique partiellement en fusion d'environ 350 km de large, probablement entouré d'une couche externe fluide. Cette découverte a fortement soutenu les modèles de formation par impact géant et expliqué de nombreuses propriétés lunaires que les générations précédentes ne parvenaient pas à comprendre pleinement. Mais les découvertes d'Apollo n'étaient pas encore terminées. Pendant des décennies, les scientifiques ont cru que la Lune était totalement aride. Les premiers échantillons d'Apollo semblaient anhydres, confortant l'idée que la Lune s'était formée sous une chaleur extrême ayant détruit tout composé volatile. Puis, des décennies plus tard, des chercheurs ont réexaminé des perles de verre volcaniques provenant des missions Apollo à l'aide d'instruments de pointe indisponibles dans les années 1970. Ils y ont découvert des traces d'eau piégées à l'intérieur. Des missions en orbite ont ensuite détecté des signatures d'hydroxyle sur une grande partie de la surface. Puis, en 2009, la mission L-Cross de la NASA a précipité un impacteur dans un cratère plongé dans l'obscurité éternelle près du pôle sud lunaire. Le panache de débris a révélé de la glace d'eau mélangée au régolithe. Cette découverte a tout changé. Ces cratères polaires perpétuellement ombragés restent assez froids pour conserver de l'eau glacée pendant des milliards d'années. Et qui dit eau dit survie. L'hydrogène et l'oxygène extraits par électrolyse pourraient un jour fournir de l'air respirable et du carburant pour de futures bases lunaires. La Lune s'est transformée, passant d'un désert sans vie à une porte d'entrée potentielle vers les profondeurs de l'espace. Apollo 11 a commencé comme une mission visant à se poser sur la Lune. Au lieu de cela, elle a révélé un monde ancien, bien plus étrange, plus hostile et d'une importance scientifique bien plus grande que ce que la NASA avait imaginé.